Mes chers compatriotes, nous sommes le 17 mars 2023 au soir et j'interviens sur les événements politiques en cours en France qui sont graves et qui témoignent d'une aggravation très sensible de la situation de notre pays qui date depuis plusieurs années maintenant, mais qu'on a l'impression que le phénomène s'accélère. Je veux parler bien entendu du recours par le Premier ministre, Madame Borne, à l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution pour faire adopter le projet de réforme des retraites sans vote, puisque le projet est réputé adopté, sauf si un groupe parlementaire dépose une motion de censure dans les 24 heures et que celle-ci est votée à la majorité du nombre de députés. Donc c'est très difficile à atteindre. C'est pas uniquement des votants, parce qu'il y a souvent des absents. Il faut que tous les députés soient là. Même s'ils ne sont pas là, il faut que, en tout cas, les députés qui sont présents dépassent la majorité des députés. Or, comme il y a actuellement 577 députés moins 2 qui sont en fait qui ne sont pas de 2 sièges qui ne sont pas pourvus, ça fait 575 députés. Et donc si on divise ça par 2, eh bien ça fait quelque chose comme 287 à 288 députés qu'ils doivent voter cette disposition, cette motion de censure. Alors, je voudrais vous dire quand même un certain nombre de choses qui me paraissent importantes, notamment parce que j'entends ici ou là, et notamment dans le camp des macronistes, des choses qui vraiment ne vont pas. D'abord, un principe fondamental, c'est qu'est-ce que c'est que la démocratie. La démocratie, demos kratos, c'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide. D'ailleurs, ce n'est pas seulement de l'étymologie, c'est inscrit dans la Constitution française, notamment dans l'article 2 de notre Constitution. Il est précisé que le principe de la République française, son principe est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc la souveraineté, et ça c'est dans l'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et il est également précisé dans l'alinéa suivant l'article 3, dans cet article 3, l'alinéa 2, aucune section du peuple et aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les députés sont des représentants. C'est marqué dans la Constitution. On appelle ça d'ailleurs la démocratie représentative. C'est-à-dire que le député, il représente ses électeurs, les électeurs. Il n'est d'ailleurs pas le représentant uniquement de sa circonscription, il est le député de la nation, c'est-à-dire qu'il est censé être un des éléments de la souveraineté nationale parmi 577. Il représente l'ensemble de la France et pas seulement sa circonscription, ce que beaucoup de députés ont d'ailleurs tendance un peu à oublier en allant dans leur circonscription, ce qui est bien naturel, mais en considérant qu'ils ont leurs électeurs dans la circonscription. C'est un peu plus sophistiqué et compliqué que cela. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, comme vous le savez, vous pouvez vous présenter dans n'importe quelle circonscription de France et de Navarre. Vous n'êtes pas obligé d'habiter là où vous allez porter candidature pour la députation, alors que, par exemple, ça n'est pas le cas pour une élection municipale où là, vous devez habiter dans la municipalité où vous vous présentez. Alors, un député, il est le représentant de l'électorat. Normalement, il n'est en aucun cas celui qui est chargé d'obéir et de faire obéir à la volonté du roi. Alors ça, c'est vraiment un contresens complet. S'il s'agit d'appliquer une volonté royale ou une volonté tyrannique, on appelle ça une dictature. Parce que dictature, c'est ce qui dicte. On dicte au peuple ce qu'il doit faire. Dicter. Un dictateur. Voilà, c'est ça la dictature. Alors que la démocratie représentative, c'est le pouvoir du peuple qui est représenté par les députés. De telle sorte que lorsque l'on voit des députés qui sont là, le doigt sur la couture du pantalon, en train d'obéir à des instructions de groupe, c'est un scandale. Parce qu'ils n'ont pas à obéir, même s'ils sont dans un groupe parlementaire, ils n'ont pas à obéir. De la même façon qu'ils n'ont pas à obéir à Macron. Au contraire, le principe même, on est obligé de revenir aux fondamentaux, le principe même
de ce qui a été inventé au XVIIIe siècle avec Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. Vous savez que Montesquieu en France, vers 1748, par là, avait donc fait un livre resté célèbre qui s'appelle De l'esprit des lois, où il parle justement de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, qui est donc celui qui gouverne un pays, ça peut être le roi, ça peut être le président de la République, le gouvernement, ça ce sont ceux qui, au jour le jour, dirigent le pays, prennent des décisions gouvernementales. Il faut bien distinguer ça du deuxième pouvoir, qui est le pouvoir législatif. Ce sont ceux qui font les lois et qui donc donnent le cadre juridique général que doit appliquer ensuite le gouvernement. Et puis le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire qui doit être séparé des deux autres et qui est autonome pour exercer la justice en pleine indépendance. Alors, normalement, le pouvoir législatif doit être là pour faire le contrepoids à l'exécutif. Il est là, tout le système d'une démocratie bien comprise, c'est un système de poids et de contrepoids. Il s'y est ajouté au XXe siècle ce qu'on appelle souvent le quatrième pouvoir, qui est celui de la presse, les médias, qui normalement devraient faire le contrepoids du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du président de la République ou du gouvernement. Le devoir des médias et de la presse, c'est de critiquer, parfois en bien, mais aussi en mal, et souvent en mal, puisque c'est plus nécessaire de critiquer en mal qu'en bien, de critiquer un gouvernement, un président de la République, un chef d'État, quel qu'il soit, pour bien s'assurer qu'il ne va pas abuser de ses pouvoirs pour transformer un pays en dictature. Or, nous en sommes là. Le problème qu'il y a en France aujourd'hui, c'est que les médias, 95% des médias, tout le monde le sait bien, en fait, servent la soupe de Macron, ont contribué largement à le faire élire, l'ont même fait élire, on peut dire, puisque si j'ai toujours dit à ceux qui me brocardent sur le thème que j'ai fait 0,92% des suffrages et Macron 24%, renversons la situation. Donnons-moi 25% du temps de parole et donnons 0,8% du temps de parole à Macron. Présentons Macron dans les médias comme étant un banquier, candidat des banques, etc., candidat d'une oligarchie complètement coupée de la population. Et présentons-moi pendant 25% du temps de parole, on me présente moi en disant Asselineau, un nouveau De Gaulle qui va redresser la France, quelqu'un d'extraordinaire, qui a une maturité, qui a une expérience professionnelle, etc. Vous auriez vu quels auraient été les résultats. Et vous le savez très bien. Ça veut donc dire qu'en France, les médias ont été asservis au premier pouvoir, au pouvoir exécutif, mais le législateur aussi. Et le pire, c'est que d'autres contre-pouvoirs comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu l'Arcom, eux-mêmes ont été liquidés comme contre-pouvoirs puisqu'ils appliquent, et dans 90% des cas, ils appliquent ce que veut le gouvernement. Alors, on est dans cette situation. Et lorsque je vois que des gens disent qu'il est normal d'avoir recours à l'article 49 alinéa 3 pour appliquer le programme de Macron, je suis scandalisé. Pourquoi je suis scandalisé ? Bien sûr, je sais que cet article a déjà été utilisé dans le passé. C'est vrai. C'est vrai qu'il figure dans la Constitution. C'est d'ailleurs pas forcément ce qu'il y a de mieux dans la Constitution française. Mais cet article avait été conçu à une époque où d'abord son utilisation devait être très parcimonieuse, très limitée. C'est un article qui a d'ailleurs toujours eu mauvaise réputation. Et deuxièmement, son utilisation avait été conçue pour contourner un obstacle de nature purement concernant les députés en ayant le soutien de l'opinion publique. C'était en fait conçu à l'époque par De Gaulle comme un moyen d'imposer aux partis politiques ce que souhaitait la population et que les partis ne voulaient pas. Imaginons par exemple, je ne sais pas moi, qu'il y ait une volonté de supprimer les retraites spéciales ou des faveurs spéciales pour les parlementaires. Normalement, très souvent, c'est toujours ce qui s'est passé d'ailleurs, les parlementaires refusent, ça bloque. Bon, eh bien, l'article 49.3 aurait permis de faire sauter ce verrou, mais en ayant l'appui de l'opinion. Alors que là, ça n'est pas la première fois que ça se produit, mais ça se produit dans un contexte très particulier. Il s'agit ici d'imposer à la population un texte qui est massivement rejeté, mais d'une façon comme on n'a pas vu depuis des décennies en fait.
Ça me rappelle, le seul exemple que j'ai un peu à l'esprit, c'était la réforme de l'école libre qui avait été voulue par Mitterrand. Je crois que c'était en 1984. Il voulait en fait supprimer tous les établissements publics privés, notamment confessionnels, notamment catholiques, etc. Il y avait eu une levée de boucliers en France considérable, avec des millions de personnes dans les rues. Et finalement, Mitterrand aurait pu imposé par le 49.3, sauf qu'il était de la vieille école. Il avait compris que l'on ne peut pas s'opposer au peuple. On doit obéir au peuple. Le président de la République, il doit obéir au peuple lorsqu'il y a une majorité aussi écrasante qui dit qu'il ne veut pas d'un texte de loi. Le drame qui s'est noué, c'est que Macron veut faire plier les Français. Et je pense que l'un des éléments les plus pernicieux dans toute cette affaire, c'est qu'en réalité, Macron se fiche pratiquement du contenu de la loi. Ça d'ailleurs, des échos de presse ont fait savoir que des proches de Macron ont indiqué qu'il voulait en finir et que peu lui importait quel serait le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu complètement irrationnel. Il ne s'agit plus d'avoir une loi sur la réforme des retraites qui améliore le système, qui rend viable son financement, etc. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait qu'il y a eu des études qui ont été faites nombreuses. D'abord que c'est un sujet qui est... Voilà, ça dépend de tant d'hypothèses démographiques, de mortalité, de relance de la consommation, de relance de la production, de la tenue de l'économie, que tout ceci, ce sont des équations très compliquées. Il n'est pas si facile que ça de prévoir l'avenir. Mais on sait de façon certaine que de toute façon, si déficit il y aura dans les années qui viennent, c'est un déficit significatif de quelques milliards d'euros, mais de quelques milliards d'euros, pas de quelques centaines de milliards d'euros. Et lorsque l'on voit, vous le savez tous, que Macron, depuis qu'il a été ministre des Finances, et depuis 6 ans qu'il est président de la République, il a aggravé de 1000 milliards d'euros l'endettement public de la France. Il l'a augmenté de 50% quand il est arrivé aux affaires. Il y avait 2000 milliards d'euros. Maintenant, nous en sommes à plus de 3000 milliards d'euros d'endettement de l'État. Eh bien, quand on fait ça, quand on a ce bilan épouvantable, on ne va pas mettre la France à feu et à sang pour un système de 10, 15 milliards d'euros pendant quelques années provisoires, le temps que les baby-boomers disparaissent et qu'on voit arriver des classes creuses parmi les retraités. Alors ce qui se passe, c'est que Macron a fait une fixette là-dessus, parce que Macron, ça c'est le problème de sa psychologie. Ce monsieur est un psychopathe, tout le monde le sait maintenant, c'est avéré, c'est connu, beaucoup de Français l'ont compris. Ce qui lui compte, ce qui le fait jubiler, ce qui l'attire, c'est de pouvoir emmerder les Français. Il l'a d'ailleurs dit pour les non-vaccinés, il avait dit « je veux les emmerder ». Mais c'est ça, on comprend la psychologie de Macron quand on comprend que c'est ça qui lui plaît, il veut emmerder les Français. Et donc peu importe ce qu'il y a que dans le contenu de cette loi, il faut qu'elle passe de toute façon. Le problème, c'est que il se trouve que là, il se heurte à un os. Et pourquoi un os ? D'abord parce que la procédure de l'article 49 alinéa 3, jadis, avait été extrêmement peu utilisée, justement parce qu'elle a mauvaise réputation. Et pourquoi elle a mauvaise réputation ? Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce que l'on dit ? On dit aux députés, la loi que vous ne voulez pas, elle est adoptée quand même, sauf si vous renversez le gouvernement. Et on laisse entendre aux députés que s'ils renversent le gouvernement, le président va dissoudre l'Assemblée nationale et qu'ils seront à la rue. Et qu'il faudra qu'ils se représentent devant les électeurs avec une réélection qui n'est pas forcément assurée. Donc on voit bien le caractère extrêmement pernicieux de ce système, qui d'ailleurs n'existe qu'en France. On est la seule démocratie, entre guillemets, où ce genre de choses existe. C'est-à-dire que l'on demande à des députés de choisir entre ce qui est leur conviction profonde et le fait qu'ils doivent continuer à croûter, à avoir leur rémunération. C'est incroyable comme histoire. C'est pour ça que ça a très mauvaise réputation. C'est parce que on se place sur des niveaux totalement différents. Et évidemment, quelqu'un qui risque de se retrouver à la rue parce qu'il ne sera pas réélu et qui se retrouve peut-être à 55 ans, qui a été plusieurs fois député, qui ne sait pas forcément faire grand-chose d'autre dans sa vie que d'être député, on peut comprendre qu'il soit assez angoissé
Mais alors du coup, ça renverse complètement la situation. Le député n'est plus un représentant du peuple. À ce moment-là, ça devient un homme d'appareil, un apparatchik, ça devient une société soviétoïde avec des parlementaires qui ne représentent plus la population, mais qui représentent le dirigeant, c'est-à-dire le dictateur, celui qui dicte ce qu'il faut faire. Alors, comme cette procédure a mauvaise réputation, elle a donc été très peu utilisée, sauf sous la période Rocard. Mais là, on a une accélération démentielle, puisque depuis les élections législatives qui ont suivi la réélection de Macron, vous le savez, le groupe En Marche n'a pas obtenu la majorité des voix. Alors, on tombe ici sur un autre sujet, c'est qu'il y a des gens qui disent « Mais de toute façon, Macron a été élu sur le programme de la réforme des retraites, donc il est totalement légitime pour imposer ça aux Français. » Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement ? D'abord, c'est faux. Macron n'a pas été élu sur ce programme. Il est vrai que si on regarde son programme, il y avait un passage sur la réforme des retraites. Bon, d'ailleurs, les dispositions du projet ne correspondent pas à ce qui avait été prévu à l'origine dans le programme de Macron. Tout ça est exact. Mais il y a bien d'autres choses que Macron fait qui n'étaient pas dans son programme. Par exemple, donner des milliards d'euros et envoyer des armements à l'Ukraine pour aller faire la guerre par procuration à la Russie. Ça n'était pas dans le programme de Macron. Donc on serait fondé, pour ceux qui sont les rigoristes du programme, à dire que Macron est c'est totalement scandaleux qu'il fasse ce qu'il fait puisque ça n'était pas dans son programme. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que si tout le monde le comprend, Macron n'a pas été élu sur son programme. C'est pas vrai. Macron, il a été élu d'ailleurs très chichement, puisque je rappelle qu'il n'y a que 20% des inscrits qui se sont déplacés au premier tour pour voter pour lui. Ça veut donc dire que la légitimité en 2022 de Macron était de 20% de l'électorat qui s'était déplacé. 80% des Français inscrits sur les listes électorales ont refusé d'aller se déplacer pour aller voter Macron. Il devrait donc faire preuve d'une certaine humilité. Et tout le monde sait également qu'au deuxième tour, s'il a été élu, c'est pas pour son programme. Il a été élu par des gens qui le détestaient, qui vomissent son programme, mais qui, malheureusement, ont été victimes pour la énième fois de ce tour de passe-passe. C'est-à-dire qu'on leur a donné à choisir entre Madame Le Pen, qui est un repoussoir pour une majorité de la population française, puisque le nom Le Pen à soi seul chasse la population, et puis Macron. Et donc, il y a eu ce phénomène d'idées castors qui font barrage, qui une nouvelle fois a été remis en vigueur. Et donc, des gens qui détestent Macron, qui ne veulent pas de son programme, ont voté Macron pour ne pas avoir Madame Le Pen. On peut donc pas dire, et Macron l'avait dit lui-même le soir d'ailleurs de sa victoire, il avait dit « Je ne suis pas le candidat d'un camp, etc. Je suis le camp de tout le monde, ce résultat m'oblige ». Mais c'est pas vrai. C'était encore ce que les anglo-saxons appellent lip service, le service des lèvres, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui est des paroles en l'air qui ne correspondaient pas à ce qu'il allait faire. Voilà. En attendant, la meilleure preuve de ce que je dis, c'est qu'aux élections législatives qui ont suivi, justement, Macron, avec son programme, n'a pas eu la majorité. Et il est donc là le problème. C'est que ce n'est pas parce que Macron a été élu président de la République qu'il a la légitimité pour imposer tout son programme jusqu'à la fin contre la volonté des Français. Le principe même d'une démocratie, c'est quoi ? C'est que c'est le peuple qui est souverain. Le principe même des élections, c'est quoi ? C'est la reconnaissance qu'un peuple peut changer d'avis. Parce que sinon, on pourrait aussi bien dire que l'élection est à vie. Rappelez-vous, par exemple, l'élection du pape, c'est une élection à vie. Pourquoi ? Parce que les cardinaux sont censés avoir reçu l'inspiration du Saint-Esprit lors du conclave, et donc, a priori, le Saint-Esprit ne va pas changer d'avis tous les 5 ans ou tous les 7 ans, donc l'élection est à vie. En revanche, un peuple, c'est normal, peut changer d'avis. Il peut changer d'avis parce que les conditions ont changé, parce que la bobine du président de la République ne lui convient plus, parce que le président de la République les a déçus, parce qu'il n'a pas fait ce qu'ils attendaient, etc. Donc un peuple a le droit de changer d'avis. Or, quand il est inscrit dans la Constitution que le gouvernement de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça n'est pas précisé. Une fois tous les 5 ans, il a le droit de choisir. Non, non, non. C'est un continuum, comme on dit. C'est une continuité dans le temps. Et comme on ne peut pas avoir une élection tous les jours pour le vérifier, c'est tout l'art, justement, de gouverner et l'éthique de la démocratie
que de s'assurer à tout instant que les décisions que l'on prend quand on est président de la République ou Premier ministre correspondent à une majorité de ce que souhaite l'opinion. C'est ça le truc. On dit toujours que De Gaulle avait fait une constitution de type monarchique. C'est vrai. Une constitution qui donnait au président de la République beaucoup plus de pouvoir qu'à tous ses homologues dans les démocraties occidentales. C'est vrai. Mais on oublie de préciser autre chose. C'est que le général de Gaulle avait une éthique personnelle très solide et très sérieuse. Il considérait que le pouvoir qui lui était donné par la Constitution ne valait, en termes de légitimité, qu'autant qu'il savait que la majorité des Français le soutenaient. C'est ça qui est fondamental. Et lorsque il a eu la preuve en 1969 qu'il n'y avait plus la majorité pour le soutenir, je rappelle qu'au référendum du 27 avril 1969, il a obtenu 47 et quelques % des suffrages. Donc c'était quand même pas ignominieux comme résultat. Il n'avait plus la majorité, il a démissionné. Rien ne le forçait à démissionner. Il l'a fait parce qu'il a dit qu'il n'avait plus la légitimité pour tenir cette fonction. Le problème, c'est que malheureusement, les institutions fonctionnaient bien, de façon efficace, très efficace, avec un De Gaulle, mais avec les successeurs et surtout à partir de Sarkozy, on a mis le pouvoir suprême dans les mains d'une personne qui, par ailleurs, s'est progressivement ingéniée à démolir tous les contre-pouvoirs, comme je le disais, de telle sorte qu'aujourd'hui, les institutions françaises sont devenues extrêmement dangereuses, puisque ça revient à donner le tout pouvoir à un individu une fois tous les 5 ans, à lui donner ce pouvoir en totale méconnaissance de cause, puisque par des artifices médiatiques, on cache des candidats, j'en sais quelque chose. Il y a des candidats qu'on ne présente pas aux Français. On embobine les Français en leur parlant de toute autre chose, en acceptant qu'il n'y ait pas de campagne. Je rappelle qu'en 2022, Macron a été élu, il n'y a eu quasiment aucune campagne. Quasiment aucune campagne. On a eu des manœuvres du style « finalement il est moins pire que les autres », etc. Ce qui est totalement faux. Il est pire. C'est le pire président de la République qu'on ait jamais eu depuis Adolphe Thiers, le premier président de la Troisième République. Et donc ces institutions reviennent à donner un pouvoir considérable à un homme seul qui n'a finalement de compte à rendre à personne. Tout ceci n'est pas raisonnable. C'est la raison pour laquelle il faudra absolument, sinon changer de république, mais réfléchir de façon très minutieuse à la modification de ces dispositions. Il devrait y avoir des garde-fous absolus empêchant un président de la République de faire n'importe quoi et de faire ce qu'il veut. En attendant, nous sommes le 17 mars au soir. Il va y avoir une motion de censure qui va être déposée le 18 mars, demain, par le groupe Lyotte, c'est-à-dire un groupe d'indépendants, et qui s'ingénie notamment avec un député qui est un vieux briscard de la politique et du Parlement, Charles de Courson, et qui est en train d'être à la manœuvre pour rassembler sur la motion de censure de ce parti, de ce petit mouvement, de ce petit groupe. Il est en train de réussir cette petite alchimie, d'obtenir que l'ensemble des députés LFI et probablement l'ensemble des députés de la NUPES d'un côté, l'ensemble des députés du Rassemblement national de l'autre se rallient à cette motion. Ce qui fera donc un paquet énorme et notamment ça permettra aux LFI qui se pincent le nez à l'idée de voter une motion du Rassemblement national, de mêler quand même leur voix à celle du Rassemblement national dans cette motion. Ajoutons à cela qu'il y a des députés, des Républicains, qui ont annoncé qu'ils vont voter cette motion. Il y a déjà 4 ou 5 députés qui l'ont fait savoir. Il y a donc une possibilité, à vrai dire très faible, mais il y a une petite possibilité quand même que la motion de censure soit votée. Il faudrait pour cela quand même qu'il y ait une majorité des députés, les Républicains, qui votent cette motion de censure. Et donc, en fait, si tous les députés républicains votaient la motion de censure avec tous les NUPES et tous les rassemblements nationaux, il y aurait 11 voix d'avance en faveur de la censure. On sait déjà que des députés comme M. Marlex ou comme M. Ciotti ont dit qu'ils ne voteront aucune censure.
Ils doivent se battre à l'intérieur des Républicains. Les Républicains, d'ailleurs, vont sans doute exploser. Cette petite cabine téléphonique de ce qu'il en restait va exploser. Mais il est donc assez probable qu'il va y avoir des transfuges, des députés républicains qui ne vont pas respecter les directives de M. Ciotti, qui vont voter la censure. Mais, sauf miracle, et normalement, la censure devrait échouer à quelques voix près. Alors c'est là où ce que je voudrais dire, c'est que si d'aventure un certain nombre de députés nous écoutent, ou si vous m'écoutez et vous voulez aller voir votre député, faites pression sur vos députés pour qu'ils votent la censure. Parce que c'est vraiment de salubrité publique. Si la censure est votée, le gouvernement Borne tombera. Madame Borne ne sera plus Premier ministre. À ce moment-là, il appartiendra à Macron il aura un grand choix. La première chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut renommer Borne. Ça n'est pas interdit. C'est quand même ce qu'avait fait le général de Gaulle le 5 mars 1962, puisqu'il y a eu une centaine de motions de censure qui ont été déposées dans l'histoire de la Ve République. Il n'y en a qu'une seule et unique qui a été votée. C'était dans la nuit du 4 au 5 mars 1962. C'était au sujet de l'élection au suffrage universel du président de la République. Il s'agissait de court-circuiter les parlementaires, donc les parlementaires étaient furieux, et donc il y a eu une motion de censure qui a été votée, je crois, par 280 voix sur 480. Donc là, le gouvernement Pompidou est tombé. Ce qu'a fait Charles de Gaulle dès le lendemain, c'est qu'il a renommé Pompidou comme chef de gouvernement pour gérer les affaires courantes, et dans la foulée, il a dissous l'Assemblée nationale en ayant recours au peuple pour trancher. C'est ce que pourrait faire Macron. Si la censure était votée, Macron pourrait renommer Madame Borne pour gérer les affaires courantes et dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale pour avoir des nouvelles élections législatives qui se tiendraient dans 5 ou 6 semaines. Mais il peut aussi faire autre chose. Il peut aussi ne pas renommer Madame Borne et nommer quelqu'un d'autre. Encore faudrait-il qu'il trouve quelqu'un pour venir, parce que ça ne se presse pas au portillon. On apprenait aujourd'hui même d'ailleurs la démission surprise du directeur de cabinet de Madame le Premier ministre, parce qu'on ne s'est jamais vu dans des circonstances exceptionnelles comme celle-ci. Le directeur de cabinet du Premier ministre s'en va. C'est très rare, surtout dans ces conditions. Alors évidemment, les médias nous disent ça n'a aucun rapport avec la situation. Non, c'est pas vrai. C'est évidemment un mensonge. Ça a tout à voir avec ça. Sinon, il pouvait attendre quelques jours. Donc, on dit surtout qu'il ne prend pas de fonction extraordinaire. Il paraît que c'est pour mieux s'occuper de sa famille. Non. En fait, soit il a été viré, soit il a démissionné parce qu'il ne supportait plus l'ambiance délétère qu'il y a dans cette équipe gouvernementale où tout le monde se déteste et où tout le monde flippe devant la folie du patron à l'Élysée qui pousse des gueulantes, qui engueule tout le monde, qui s'est complètement isolé et qui envoie Madame Borne à l'abattoir devant une Assemblée nationale absolument déchaînée parce que, et on comprend cette colère, l'article 49 alinéa 3, j'y reviens, n'était pas fondé à trancher des très grands débats de société comme celui dont il s'agit. Il s'agissait, je l'ai dit tout à l'heure, de contourner une volonté néfaste éventuellement des parlementaires, mais qui correspondait au point de vue de l'opinion. Mais là, il y a 75-80%, plus de 80 à 85% des actifs en France qui sont contre. Et il s'agit de quelque chose de fondamental, puisque ce que la presse et ce que les Français ont retenu, il s'agit de faire passer de 62 à 64 ans l'âge du départ à la retraite, ce qui est très cruel, notamment pour les catégories les plus modestes de la population, ceux qui ont eu des emplois de très grande pénibilité, qu'ils ont parfois commencé à 15, 16, 17 ans, voilà, et qui, on sait que les taux de mortalité sont tels que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont eu des travaux très pénibles au cours de leur vie qui décèdent justement à 62, 63, 64 ans. Ça revient donc, en augmentant l'âge du départ à la retraite, à priver des dizaines de milliers de personnes de ce moment qu'ils ont tant attendu dans leur vie, qui serait le moment où ils ne seraient pas obligés de se lever à 6 heures du matin pour aller au travail, qui pourraient faire la grasse matinée, qui pourraient s'occuper de leurs conjoints, de leurs enfants ou de leurs petits-enfants s'ils en ont, de penser à partir à la campagne, de faire un petit voyage à l'étranger, etc. Voilà, cette espèce de fin de vie heureuse à laquelle tout le monde aspire. Et c'est ça que ressentent profondément les Français, c'est cette injustice
qui est imposée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des économies budgétaires, mais tout à voir avec les instructions venues de Bruxelles dans l'Union européenne, tout à voir aussi avec la rapacité des fonds d'investissement américains, à commencer par Vanguard ou par BlackRock, qui essayent de mettre la main sur le magot des Français. C'est de ça qu'il s'agit. Ajoutons à cela qu'il s'agit de la 11e utilisation de l'article 49 alinéa 3. Ajoutons à cela qu'il s'agit d'une provocation nouvelle. Et je voudrais peut-être terminer en attirant votre attention sur cette photo, cet article que j'ai retrouvé. C'était le 22 décembre dernier. Regardez-la. Vous savez que pour fêter Noël, les ministres s'étaient cotisés pour offrir à Madame Borne un t-shirt avec marqué 49.3 pour rire, se féliciter, célébrer la 10e utilisation de l'article 49 alinéa 3. C'est complètement dingue. C'est vraiment se féliciter d'avoir encore une fois escroqué les Français, de les avoir enfumés, de leur avoir imposé contre l'article 2 et 3 de la Constitution française qui prévoit que c'est le pouvoir du peuple, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et qui prévoit qu'aucune fraction et aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Ce sont des gens, en offrant ce t-shirt à Madame Borne, ce sont des gens qui piétinent les fondements les plus essentiels de la démocratie en France et de la République. En conclusion, quelle que soit l'issue du scrutin, que ce soit une censure ou que la censure soit rejetée, comme il y a malheureusement une très forte probabilité quand même, dans les deux cas, Macron va rester là. Et le problème, il est là. C'est que si vous y réfléchissez bien, cette affaire de réforme des retraites a pris un tour passionnel. Il ne s'agit plus que de la réforme des retraites. Il s'agit d'autre chose. Le peuple français fait un rejet de la personne de Macron. Il est devenu insupportable aux yeux de au moins 80% des Français, qui ont pu voir encore les attitudes invraisemblables qu'il a pu tenir lors de son déplacement complètement raté, encore une fois, en Afrique, où d'une part, il s'est fait engueuler à juste titre par le président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, parce qu'encore une fois, il avait fait un impair. Encore une fois, il vient donner des leçons de morale, mais qui regarde un peu ce qu'il y a en France. Ça me rappelle quand il a donné récemment des leçons de morale à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui a été réélu pour la 4e fois, avec une énorme majorité de la population hongroise qui le plébiscite, qui le soutient. Macron donne des leçons de démocratie à Viktor Orban en Hongrie ou à Tshisekedi au Congo, alors que lui, il piétine la Constitution, il piétine la démocratie en France. Donc le vrai problème, c'est Macron, quand après ça, il va se saouler la gueule, excusez-moi l'expression, dans une boîte de nuit à Kinshasa, au mépris du fait qu'il est payé par les Français pour bien représenter la France. C'est pas un nourrisson impérieux qui fait ce qu'il veut. Le président de la République, il doit s'empêcher de faire des choses. Il doit s'astreindre à comprendre qu'à tout instant, il est le représentant de la France. Il est payé pour ça, nourri, logé, blanchi, transporté gracieusement par les contribuables pour présenter la meilleure image de la France. Dans tous les cas, Macron va donc rester. Et moi, je terminerai par cela. Au-delà de la motion de censure, qu'elle soit votée ou qu'elle ne le soit pas, il faut dégager Macron. Et pour dégager Macron, il faut lancer la procédure de l'article 68 de la Constitution, c'est-à-dire la destitution du président de la République. On ne peut pas dire que je ne l'ai pas dit, ça fait depuis l'automne 2018 avec les Gilets jaunes que je le demande. Ça fait 5 ans. Si depuis 5 ans cette procédure avait été lancée, avait abouti, on aurait été débarrassé du pire président de la République que l'on ait jamais vu dans notre histoire. Mais là, maintenant, les oppositions ne peuvent plus faire comme si le problème n'était pas sur la table. L'article 68 prévoit la destitution du président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs. On y est. Il y a des manquements graves et constants et permanents à ses devoirs, que ce soit en termes de comportement, de présentation, en termes de tout simplement d'élégance,
d'amabilité, en termes de respect des articles les uns après les autres de la Constitution, en termes de respect de la parole donnée. Dans tous les domaines, Macron doit dégager. Je lance donc ici un appel. Que la motion de censure soit ou non votée, il y aura très probablement au moins 260 ou 270 députés qui vont voter cette motion de censure. C'est très largement plus que ce qu'il faut pour lancer la procédure de destitution selon l'article 68. Et que l'on ne vienne pas me dire que ce sera compliqué d'obtenir sa destitution effective parce que les choses sont complexes à réunir, c'est exact. Mais finalement, c'est aussi la même chose pour la motion de censure et pourtant, les oppositions en déposent. Donc il faut lancer la procédure de destitution parce que, même si cette procédure n'aboutit pas, en lançant la procédure de destitution, les députés RN, LR, Horizon, de la NUPES, c'est-à-dire LFI, ELV, PS, etc., en lançant cette procédure de destitution contre Macron avec une liste comme ça de tous les manquements à ses devoirs, ils forceront les grands médias à présenter cette liste impressionnante de manquements de Macron à ses devoirs devant la population française et devant tous les médias du monde entier. Alors cette procédure de l'article 68 n'empêche pas par ailleurs aussi les oppositions de lancer un référendum d'initiative partagée, comme cela a été évoqué ici ou là. Là aussi, le référendum d'initiative partagée est assez compliqué à mettre en œuvre. Il est en tout cas beaucoup plus compliqué que le projet de référendum d'initiative citoyenne, le RIC, que je propose depuis le programme de l'UPR de 2012. Je n'ai pas attendu les Gilets jaunes pour le proposer. Il faut qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne. Mais comme pour l'instant ça n'existe pas dans la Constitution, la moindre des choses, ce serait d'essayer de lancer cette procédure de référendum d'initiative partagée pour forcer le gouvernement à demander aux Français ce qu'ils veulent quant au dossier spécifique des retraites. Voilà. J'espère avoir été clair, net. Il faut arrêter maintenant toutes ces affaires. Et surtout, il faut que les députés, s'il y a des députés ou des parlementaires qui m'écoutent, il faut qu'ils comprennent que s'ils ne votent pas la censure, la situation risque de déraper de façon de plus en plus dramatique. Et s'ils ne lancent pas la procédure de destitution, la situation va s'aggraver encore. Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut plus supporter d'avoir encore Macron pendant 4 ans, plus de 4 ans, à l'Élysée. Je ne sais pas ce qu'il fera de la France d'ici là. Vive la République et vive la France.